Bonjour à tous, nous sommes 5 élèves sur 15 élèves du lycée Bernard Palissy et nous allons vous présenter notre projet La physique du grain de blé. Nous allons répondre à la problématique suivante: est-il possible de décrire le comportement statique et dynamique du grain de sable ou de blé pour pouvoir optimiser leur utilisation? Un matériau granulaire est un matériau constitué d'un grand nombre de particules solides et distinctes, les grains, mais ne sont pas liés par des liaisons chimiques. Il peut s'agir de grains de sable, de grains de pois chiches, de grains de blé, de grains de gravier. Leur taille doit être supérieure à 100 micromètres. Cette division en éléments multiples entraîne des comportements particuliers de ces matériaux, souvent indépendamment des particularités individuelles des grains. Les grains interagissent par force et contact, et les chocs entre les grains entraînent une dissipation d'énergie lors d'un mouvement granulaire sec et sont à l'origine des comportements particuliers de ces matériaux. Pourquoi s'intéresser au milieu granulaire? Il constitue le second matériau le plus utilisé au monde après l'eau. Les applications sont nombreuses: mines, géophysique, agroalimentaire. Il se retrouve également dans les tempêtes de sable, écoulements de terrain, éruptions volcaniques. Il est donc essentiel de pouvoir comprendre leur comportement. Notre travail est divisé en 4 parties. Nous allons d'abord, Margot va vous présenter quelques expériences qualitatives. Ensuite, nous allons parler de l'expérience historique du silo de Janssen. Ensuite, nous allons faire la comparaison entre l'écoulement de l'eau et des grains. Et pour finir, nous chercherons à modéliser la pression d'un silo chargé de grains par la charge d'un condensateur. Margot va vous présenter quelques expériences qualitatives. Alors, je vais vous présenter les étonnants milieux granulaires grâce aux forces de frottement ici. Dans la première expérience, Raphaël va soulever le plan incliné et on voit que l'éponge ne glisse pas, alors qu'on pourrait penser que le poids tend à l'emmener vers le bas. Ici, on a des forces de frottement statiques, dans ce cas-là, qui sont inférieures à mu fois la force normale étant la force perpendiculaire au support, qui empêche l'éponge de glisser. Raphaël va monter le plan et l'éponge glisse. Alors qu'est-ce qui se passe là? Les forces de frottement deviennent cinétiques. Elles sont maintenant égales à mu fois la force normale. Tout dépend donc des surfaces en contact. Ensuite, je vais vous expliquer la première expérience qu'on a fait qui met en évidence ce qu'on vient de dire avec les forces de frottement. Ici, il soulève notre montage et tout suit. En fait, on a un tube dans lequel on met un autre tube et du grain. Dans ce cas-là, la pierre ponce, notre première expérience, tout le montage suit, ce qui montre qu'on a des forces de frottement bien assez suffisantes pour qu'il n'y ait pas de glissement. On a fait une autre expérience avec du blé et seulement le tube intérieur suivait, donc les forces de frottement n'étaient pas suffisantes. Ensuite, la ségrégation avec cette petite expérience. Ici, nous avons des cailloux de différentes tailles. Quand j'agite de manière horizontale, les gros cailloux remontent à la surface. On a un phénomène qui fait que les petits cailloux se glissent entre les gros, ce qui fait remonter les gros comme la poussée d'Archimède. Alors qu'ils sont plus gros, on pourrait penser que le poids les attire. Ensuite, je vais vous parler de l'expérience de Reynolds qui a été réalisée par deux de nos camarades, Clarence et Charlie. Ici, Raphaël vous montre. En fait, on va appuyer sur le sable, comme par exemple à la plage, quand on marche sur le sable mouillé. Sous nos pieds, on voit que l'eau disparaît, alors qu'on va penser qu'elle réapparaît, elle refait surface, on appuie. En fait, non. On va modifier le sable et l'eau va s'infiltrer à l'intérieur. Ensuite, je vais vous parler du silo de Janssen. C'est tout le cœur de notre expérience. Alors, le silo de Janssen, c'est un silo qui est soutenu avec des pinces au-dessus d'un cristalliseur et d'une balance. Alors, on a 480 grammes ici. La masse initiale est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus grande que la masse qu'on va pouvoir voir sur la balance. Mais pourquoi? Parce que en fait, dans le silo, il y a des boules qui se forment et les parois soutiennent la masse. 300 grammes. Ensuite, on a reproduit cette expérience avec des capteurs de force. Alors ici, on a la première courbe qui est la masse totale. Ici, on a une courbe violette qui est
capteur de force qui était accroché au tube. Et ici, la courbe rouge qui est un capteur de force accroché au fond. On peut voir que la courbe violette est beaucoup plus supérieure à la courbe rouge. Et donc, ça montre que le tube soutient avec les voûtes la masse. C'est le cas pour la charge comme pour la décharge. Voici les voûtes qui se trouvent à l'intérieur, qu'on a mis en évidence grâce à des lumières. Ici, quand on tapote, les voûtes. Voilà. Donc Nino va vous présenter l'étude statique du silo de Jensen. Effectivement, à présent, nous allons nous intéresser à une étude un peu plus quantitative et mathématique des propriétés des matériaux granulaires, commençant à nous intéresser par l'évolution de leur pression en fonction de leur profondeur, ce qui va nous amener au modèle de Jensen. C'est un modèle assez compliqué que nous ne remonterons pas dans son intégralité à présent, mais nous pourrons bien évidemment développer ces aspects théoriques pendant les questions. Le principe de la preuve est assez simple, on se place donc dans un silo et on va étudier uniquement une tranche de matériaux granulaires. On va commencer par réaliser le bilan des forces qui s'exercent sur cette tranche. On va en énumérer 4. Tout d'abord son poids, les forces de frottement qui vont s'exercer entre le matériau granulaire et la paroi du silo, et ensuite les deux forces présentes qui vont s'exercer à cause des matériaux granulaires placés au-dessus et en dessous de la tranche. En vertu du principe de l'inertie, cette tranche étant immobile, on en déduit que la somme des forces exercées sur cette tranche est nulle. Nous avons de la chance, ces vecteurs sont collinaires, on va pouvoir uniquement travailler avec leur intensité et leur signe. Je vais présenter la première étape de la réflexion mathématique qui va permettre de introduire toutes les variables qui vont permettre de résoudre le problème et le modèle de Jensen. Donc tout d'abord le poids. On sait que le poids c'est la masse fois l'intensité de pesanteur. La masse étant elle-même égale au volume fois la masse volumique. On a donc P est égal à V fois ρ fois G. Les forces de frottement sont un peu plus compliquées à déduire, mais on peut retrouver assez intuitivement les principaux facteurs. Tout d'abord, la surface de frottement. On retrouve assez aisément qu'il est plus difficile de faire glisser sa main qu'un seul doigt. De même, on va avoir la pression. C'est plus simple de faire glisser son doigt quand on l'appuie légèrement quand on force sur la table. Un autre variable va être mu. Mu, c'est le coefficient de frottement. Il va être propre à un couple de deux matériaux. Ici, ça va être le matériau granulaire considéré et le plastique du silo. Et enfin K, qui est la constante de Jensen, qui va permettre de décrire spécifiquement le comportement des matériaux de grain dans ces situations de frottement. Enfin, il va nous rester nos deux forces pressantes. On sait que la force pressante, c'est la pression fois la surface. Donc, nous allons avoir la première force qui est égale à la pression fois la surface. Ici, nous allons avoir la pression plus la variation de pression, puisqu'il y a une variation entre la partie supérieure de la tranche et la partie inférieure, fois S. En simplifiant les deux, il va nous rester moins S fois dPz. Cette équation nous fait donc intervenir la pression et la variation de la pression en monnayant un peu de calcul mathématique de transformation et de simplification, notamment pour faire apparaître l'expression des volumes et des deux surfaces. Nous allons pouvoir arriver à cette équation différentielle qui était ρg moins pz sur lambda est égal à dpz sur dz, en posant lambda est égal à d sur 4k pour simplifier notre équation. Cette équation différentielle est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec second membre. L'étude mathématique va nous donner des solutions type qui est pz est égal à a plus b fois exponentielle moins z sur t. Au là, il y a encore un peu de mathématiques, résolution d'équations et étude du comportement à z égale 0. On va pouvoir trouver cette solution qui va nous dire que la pression est égale à lambda fois ρ fois g, facteur de 1 moins exponentielle de moins z sur t. C'est une expression extrêmement importante, parce que ça veut dire que la pression dans le silo de Jensen va suivre une loi exponentielle inverse. D'un point de vue expérimental, ça veut dire qu'on va pouvoir observer une asymptote sur la courbe de la pression en fonction de la profondeur. Donc expérimentalement, on va pouvoir verser plus de matériaux granulaires dans notre silo, et à partir d'un certain point, on ne va plus voir de variation de pression à observer à la base. On va même dire que c'est à partir de 5 lambda, puisqu'on peut montrer qu'à partir de 5 lambda, on est à 99% de la valeur seuil. Ceci constitue donc une première différence majeure avec les fluides incompressibles, dont la pression, elle, dépend de manière proportionnelle à la profondeur. Nous allons maintenant passer à la détermination expérimentale du seuil de Jensen. Alors, je vais vous présenter nos expériences pour pouvoir retrouver le seuil de Jensen. Donc tout d'abord, nous avons besoin de calculer les masses volumiques des différents matériaux granulaires que nous avons au laboratoire. Donc on a le sable, le pois chiche, la vermiculite et le blé. Grâce à nos expériences, on a pu retrouver leur masse volumique, on a regardé dans la littérature et la littérature nous a permis de confirmer ces valeurs. Cependant,
dans l'équation différentielle que Nino vous a présentée, on se retrouve avec la pression. Et la balance ne mesure qu'une masse. La pression, c'est la force sur la surface. Donc on sait que c'est mg sur pi d2 sur 4. Et on retrouve bien la masse. En modifiant et en tournant la formule, on arrive bien à trouver l'expression de la masse grâce à l'équation différentielle. Donc, pour aller plus loin, nous avons dû calculer les coefficients de friction mu des différents matériaux granulaires que nous avons au laboratoire. Donc, pour cette expérience, on a pris un tube qu'on a incliné avec un matériau granulaire à l'intérieur. Quand le grain commence à glisser, on repère l'angle et quand on a fait cette expérience un grand nombre de fois, il ne suffisait plus qu'à prendre la tangente de cet angle pour avoir le coefficient de friction mu. Donc on a pu, grâce à ce coefficient de friction mu, on a fait une expérience, donc Zeynep, Antoine et Margot ont fait une expérience où on remplissait un silo de grains petit à petit. À chaque étape, on mesurait la masse et on tapotait pour mettre les forces de friction à leur maximum. Donc on a eu quelques problèmes parce qu'il y a eu des arches qui sont cassées, des arches qui sont créées, et donc du coup c'est parfois assez compliqué à avoir des modélisations. Mais on a réussi à retrouver quelques modélisations qui nous semblaient significatives. Donc grâce à ces modélisations et à nos valeurs, on a pu retrouver le coefficient K pour ces différents matériaux. Donc pour le pois chiche, le sable, la vermiculite et le blé. Donc maintenant, ce qu'on se demande, c'est est-ce que nos valeurs sont véritablement justes? Donc, on a cherché dans la littérature, on a demandé à des ingénieurs, on a même demandé à l'IA ChatGPT, et les seules valeurs qu'on a trouvées, c'était pour le blé dans un silo en acier. Notre silo en plastique, dont les coefficients de friction ne sont pas les mêmes. Rien ne nous indique que nous sommes dans l'erreur. Donc pendant leur année de seconde, 7 d'entre nous avons déjà commencé à réaliser l'expérience du silo de Jensen. Remplissons un silo de pierre ponce, attendons 8 minutes sans toucher l'expérience. La masse donnée par la balance évolue lentement, car l'empilement n'est pas stable. Nous reproduisons cette expérience plusieurs fois, le résultat n'est pas le même. La masse pouvant diminuer en fonction des lignes de force qui peuvent se former ou se briser. Pour éviter cette évolution, il faut alors mobiliser l'effort de friction en tapotant le cylindre. On a utilisé des billes photoélastiques pour modéliser ces lignes de force. Donc, on a demandé à une ingénieure du lycée, Madame Christian Régnier, qui nous a donné la composition pour ces billes. Donc, on est à peu près à 15% de géose. Et on remarque que quand on la met entre deux films polarisants croisés, quand on appuie un peu, la lumière devient blanche, et quand on appuie plus fort, elle passe de rouge à bleu. Donc, on peut en déduire que l'axe de polarisation de la lumière se tourne en fonction de la pression, mais également de la longueur d'onde. Grâce à ces expériences, on a pu avoir des visualisations de certaines arches qui nous ont permis de faire une modélisation plus propre et voir, de voir bien ces arches. Comme dit précédemment, les matériaux granulaires ont parfois des ressemblances avec avec la physique des matériaux, notamment des liquides. Pour étudier donc la dynamique de la vidange d'un silo de grain, il est intéressant de voir la dynamique d'un vidange d'un silo d'eau. Et on remarque qu'au fur et à mesure du temps, le débit de l'eau diminue dans ce point qu'on va pouvoir appeler le point B. Ainsi, on a pu avoir nos valeurs, on a pu modéliser une courbe et, pas modéliser, mais on a pu créer une courbe de nos valeurs. Et on voit d'ailleurs que cette courbe, la pente de cette courbe diminue au cours du temps. Quand on regarde aussi, on retrouve d'ailleurs avec nos tangences, on voit que nos tangences diminuent au cours du temps, et ainsi on peut d'ailleurs avoir notre vitesse au point B, juste ici, et on voit qu'elle diminue bien. Ça rejoint d'ailleurs théoriquement les équations de Bernoulli, qui vont alors faire un lien entre la vitesse au point B et H, donc la hauteur d'eau restante dans le silo, c'est-à-dire que VB va être dépendance de H. D'ailleurs, on retrouve aussi la loi de Torricelli juste ici, qui en fait c'est la même équation que si on avait lâché une goutte d'eau d'un point A à un point B, elles auraient la même vitesse. Pour
les matériaux granulaires, c'est différent. On retrouve des résultats qui ne sont pas les mêmes, puisque ici, la vitesse d'écoulement est constante. On arrive à modéliser à chaque fois par une droite. Ici, on a 4 modélisations du sable, avec différentes tailles d'ouverture, car en fonction de la taille d'ouverture, si elle est trop petite, l'écoulement ne peut pas avoir lieu, puisque les voûtes à l'intérieur du silo sont trop importantes. Ainsi, on retrouvait la loi de Beverlou, qui nous dit que la vitesse d'écoulement d'un grain est constante dans un silo. À présent, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'écoulement des matériaux granulaires. Pour ce faire, nous allons utiliser à nouveau ce dispositif expérimental dans lequel on va utiliser 2 capteurs de force, l'un relié par une ficelle à un tube gradué sans fond et l'autre à la base. De cette manière, on va pouvoir distinguer la masse, dans un premier temps le poids, porté par le tube et par la base. En effet, on va connecter ces 2 capteurs de force grâce à une carte MP5 à l'ordinateur et à un logiciel Lattice Pro qui va nous permettre de tracer les courbes du poids en fonction du temps. Donc dans un premier temps, on va obtenir, comme je le disais, les courbes du poids en fonction du temps. En nous, ce qui nous intéresse, c'est la masse en fonction du temps. On va utiliser la feuille de calcul en une formule assez simple. Dans un premier temps, on soustrait le poids à T0, puisque le poids à T0 correspond à la poids du dispositif expérimental. On va ensuite diviser par G, l'intensité de pesanteur, pour trouver donc des grammes. On constate que l'expérience se déroule en 3 temps. Tout d'abord le remplissage, ensuite on va tapoter sur les bords du cylindre, je vais revenir dessus sur l'instant, et enfin la vidange. On observe qu'au terme de la première phase, la paroi et le socle portent autant de matériaux granulaires, 120 grammes respectivement. Quand on va s'intéresser au tapotage, on va voir qu'il va se créer un fort différentiel entre la masse portée par la paroi et par le socle. En effet, au terme du tapotage, la paroi va porter 145 grammes contre 95 pour le socle, soit un différentiel de 50 grammes. Ce qui permet bien de mettre en avant l'effet de Janssen et de comprendre que quand on tapote sur les parois, on va mobiliser l'effort de frottement, ce qui va favoriser la fabrication d'arches et donc la masse portée par la paroi. On va ensuite s'intéresser à la 3e étape, en zoomant sur cette vidange. On va créer une 3e courbe qui est la somme de la masse du tube et la masse du socle, ce qui est donc la masse totale. On va voir qu'on peut modéliser cet écoulement par une droite, donc avec un débit constant de 36,2 grammes par seconde. On retrouve bien la loi de Beverlou de 1961. On observe qu'il y a de fortes oscillations. Elles peuvent être nuisibles pour la modélisation. Elles peuvent être aussi très intéressantes puisqu'on suppose que la fréquence d'oscillation est liée à la vitesse d'éjection, puisqu'en effet, ces oscillations sont dues au choc entre les grains de blé lors de la vidange. Cependant, comme je l'ai présenté tout à l'heure, ce qui nous intéresse tout spécifiquement, c'est la masse portée par la paroi en fonction de la profondeur. Nous connaissons le diamètre de notre tube, nous connaissons la masse volumique des grains, il est donc assez facile de retrouver la hauteur correspondant à une masse totale. On peut ensuite extrapoler la hauteur correspondant à une masse portée par le socle ou par le tube. On peut ensuite modéliser la masse portée par la paroi par une loi exponentielle inverse qui va nous permettre de retrouver les valeurs de lambda. Avec cette modélisation, en lambda dynamique, on va trouver 16,6 cm contre un lambda statique de 15,2 cm. C'est donc des valeurs très proches qui montrent bien l'existence d'un effet de Janssen pour la vidange. La dernière expérience que nous avons menée grâce à ce dispositif expérimental est de filmer l'écoulement des grains de blé de manière à établir des profils de vitesse grâce à un logiciel de pointage vidéo qui était Logger-Pro. On a réalisé la même expérience pour 3 grains de blé disposés à des hauteurs différentes à t égale 0, et on peut voir qu'il y a une différence de vitesse d'écoulement. Plus le grain est haut au début de l'expérience, plus sa vitesse d'éjection est importante. Ainsi, le grain le plus haut placé au début de l'expérience sort à 0,29 cm par seconde, contre 0,1 cm par seconde pour celui placé au milieu et 0,21 cm par seconde pour le grain placé le plus bas. Il n'empêche que, d'un point de vue global, la vitesse d'éjection reste constante et c'est donc bien une confirmation de la loi de Beverlou de 1961. Nous avons réalisé la comparaison entre un fond plat et un fond conique. Nous observons donc que la vitesse lorsqu'un cône est utilisé est plus rapide. Il faut donc favoriser le fond conique pour permettre un écoulement plus rapide. Après, concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est compliqué, de même en physique, c'est compliqué de faire des expériences sur des silos de grains, des vrais silos, car c'est très gros. Et donc pour ça, il est mieux en fait de calculer grâce à un modèle. On a réussi en fait à modéliser notre silo de grains avec un circuit RC. Ainsi, les valeurs du circuit RC vont pouvoir modéliser les valeurs du silo de Janssen.
On va avoir notamment lambda Roger qui va pouvoir être modélisé par E, la constante dans ce circuit RC. La constante caractéristique lambda va pouvoir être, elle, modélisée par RC dans un circuit RC ou taux. Et ensuite, la pression maximale dans un silo, PZ, va pouvoir, elle, être modélisée par la tension UC aux bandes du condensateur. Nous avons donc fait un programme Python qui nous permet ainsi de mettre les valeurs du silo Johnson à notre guise, que ce soit donc la valeur de K ou encore le diamètre, pour ensuite avoir notre modèle dans un circuit RC et pouvoir ainsi avoir des valeurs qui puissent être étudiées plus simples que celles qu'on puisse avoir dans un vrai silo. Donc, grâce à ce projet, nous avons réussi à explorer le monde fascinant des matériaux granulaires. 15 élèves de première et terminale avons participé à ce projet avec l'aide de notre professeur, M. Jean-Michel Laclaverie. Nous avons choisi ce thème car il est d'importance dans le monde actuel où les matériaux granulaires sont partout, de l'agriculture, du bâtiment à l'industrie. Nous avons pu réinvestir nos connaissances de terminale en exploitant et en établissant des équations différentielles dans le tube de Jensen et ainsi explorer le comportement solide et liquide des grains. Nous avons pu mettre en évidence qu'un fond conique permettait un écoulement plus rapide. C'est pour cette raison qu'il est utilisé par exemple dans les silos agricoles. Enfin, nous avons modélisé par un circuit RC la pression d'un silo rempli de grains. Nos pistes de travail pour améliorer notre travail sont nombreuses. Nous voudrions essayer de déterminer les coefficients de Jensen, les coefficients de friction et les constantes de Jensen-K avec une autre méthode pour avoir des résultats plus fiables. Nous voudrions aussi avoir des tubes plus grands pour permettre de mettre en évidence des seuils de Jensen plus facilement. Et ensuite, il nous faut améliorer la précision de notre travail pour faire correspondre nos mesures et nos prévisions par le calcul plus correctement. Merci à l'attention que vous avez apportée à notre travail.